Buenos días. Continuando con el programa, me corresponde ahora presentar al doctor Jean-René Lamiral, que nos va a ofrecer la conferencia que se titula Théorie de la traducción et fraseologie. Primero voy a hacer una breve presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Tendría que leer y decir tanto sobre el doctor Jean-René Lamiral, pero creo que voy a resumir un poco. La formación du docteur Jean-René Lamiral à l'université Paris-Nanterre. Il est philosophe, traducteur, a travaillé pour l'université Paris-Nanterre, Radio Courtoisier, directeur de thèse et docteur en philosophie et habilité à diriger des recherches et sciences du langage. Il enseigne la philosophie allemande, l'allemand, philosophie ainsi que la traductologie à l'université de Paris-Nanterre, puis il dirige aussi le CERF, le Centre d'études et de recherche en traduction. Il enseigne aussi la traduction et la traductologie à l'ISIT, Institut de Management et Communication Interculturelle à Paris. Il est également traducteur, notamment des philosophes allemands, Jürgen Habermas à l'école de Francfort, mais aussi Kant et Nietzsche. Sa première traduction de l'anglais est celle de Crisis of Psychoanalysis de Erich Fromm. À partir de septembre 2016, il dirige l'émission Parole et Pensée sur Radio Courtoisie toutes les 4 semaines. Dejo al doctor Jean-René Lamiral con ustedes. Vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. Je vais essayer. Alors, es un gran honor para mí hacer la conferencia inaugural, pero lo siento mucho porque no puedo hacer la conferencia en español porque no conozco el español. Tengo la fonética, una buena fonética, pero no tengo las palabras, el vocabulario, no tengo la gramática. Es la razón por qué no puedo hablar español, solo hablar un poco, un poquito, un poquitito. Puedo hacer ilusión algunos minutos, pero no más. Y peor, no entiendo nada. No entiendo casi nada. Es la razón por qué no puedo hacer la conferencia en español. Hay una segunda razón. Si hiciera la conferencia en español, habría un problema, porque no podría entender mi propia conferencia en español, y porque no entiendo el español. Y necesitaría una traducción en francés de mi conferencia en español. Es muy difícil. Es la segunda razón por qué no puedo hacer la conferencia en español. Heureusement, suerte, felizmente, Elsa Guanino ha aceptado de hacer una interpretación consecutiva con resumenitos para facilitar la comprensión, y también es la ocasión de ver que se puede entender el francés si no lo entiendo bien, como yo con el español.
es muy importante porque no hay preparación, es un trabajo muy difícil que conozco porque lo he hecho del alemán al francés o del inglés al francés, es muy difícil. Y tengo que decir gracias a Elsa y bravo, y es importante como la aplaudí. Les mauvaises langues diraient, il vaut mieux applaudir avant. Alors donc je vais aller à la conférence en français. Alors pour ceux qui ne savent pas l'espagnol comme moi, j'ai dit que je ne pouvais pas faire la conférence en espagnol parce que je ne sais pas l'espagnol et que si je faisais la conférence en espagnol, je ne savais pas ce que j'ai dit. Mais heureusement c'est enregistré, donc je pouvais ensuite avoir la traduction. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle un paradoxe. Un paradoxe de logique, comme le paradoxe du menteur. Le menteur, il dit je mens. Mais s'il dit je mens, il n'est pas menteur. Du coup, en disant qu'il ment, il est quand même menteur. Et en disant qu'il ment, il devient menteur du fait qu'il dit qu'il ment. Mais voilà. Bon. Alors c'est un des paradoxes de la logique que je vous... Voilà. Et là, un paradoxe logique, et c'était la broma de introducción. Porque al empezar de un coloquio estamos fríos y se debe hacer un poquito de teatro. Me suelto. El tema de mi conferencia, le thème de la conférence, c'est théorie de la traduction et de phraséologie. Théorie de la traduction et phraséologie. Alors, théorie de la traduction, LD, de la traduction, ça veut dire, soit c'est un génitif objectif, c'est la théorie qui prend la traduction comme objet, ou bien c'est un génitif subjectif, c'est la théorie qui vient de la traduction. La traduction prend, la théorie prend la traduction comme objet, c'est la traductologie, et la théorie est induite, développée à partir de la traduction, c'est la pratique. Et une traductologie honorable, valable, celle pour laquelle je travaille, elle porte sur la traduction, mais elle se nourrit de l'expérience de la traduction. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Du coup, quizás un poquito. Quizás. Oh. La teoría de la traducción y la fraseología menciona que, bueno, siempre es un poco un inicio, algo vinculado a lo que es la paradoxia. Y viene a decir que a veces uno puede ser cierto, un poco mentiroso cuando dice que miente, y cuando dice que no miente, pero que realmente miente, y luego vuelve a mentir y finalmente sigue siendo mentiroso. Bueno, es una broma que se tiene que dar al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos un poco fríos, necesitamos entrar en calor para poder iniciar una buena conferencia. Lo que se quiere ver aquí es básicamente la teoría de la traducción, es decir, la teoría de la traducción que hace énfasis sobre la parte del posesivo, ¿no? De manera objetiva, la forma en la que esta se va a dar, si se parte a la ciencia o es que se da como la que él menciona y trabaja, que es la traductología, la traducción en sí, dada como el resultado de la práctica y cómo él la va a explicar. Gracias. Il y a deux concepts de théorie. Soit la théorie est une construction rigoureuse, et soit c'est un champ de discours, un champ discursif. Et pour la traductologie, c'est un champ discursif où différentes positions peuvent s'opposer. Alors que certains pensent qu'il faut une théorie cohérente. Moi, je pense qu'une théorie cohérente, c'est une manière de manquer la pratique. Et c'est pour ça que encore une fois, deux concepts de théorie, soit une construction rigoureuse, soit un champ réflexif de discours. Et la traductologie est, à mon sens, un champ réflexif de discours. Et chez moi, ça a donné lieu à des théorèmes. Des théorèmes, c'est-à-dire des éléments de théorie. Des théorisats, des petits morceaux de théorie. Comme on dit des théorèmes, comme on pourrait dire des cerises ou des fraises. Hein.
dos conceptos de la teología desde el punto de vista riguroso, un campo descriptivo o un campo básicamente en base a la observación. Para mí es básicamente, como se dice, coherente, pero no es práctico a veces, ¿no? Básicamente la teología debe ser un campo, y es un campo reflexivo. Para mí es básicamente el desarrollo de teoremas. Así lo trabajo. Donc alors mon propos c'est de travailler ici sur traduction et phraséologie, parce que la phraséologie est un aspect a priori marginal, et souvent les idées principales viennent de la périphérie. Il y a une dialectique du centre et de la périphérie. Alors concrètement, quand je suis rentré dans le domaine de la phraséologie, à l'invitation del estimado colega profesor Pedro Mogorón y del también estimado profesor Sara Mejri, j'avais pensado que la traductologie est une problématique marginale, minuscule. C'est ce qu'on a appris des expressions toutes faites dans les langues étrangères. Moi j'ai appris des tas d'expressions en quand j'étais étudiant en allemand. Mais le problème, pour le traducteur, ça va être de reconnaître les expressions toutes faites qu'il ne connaissait pas ou qu'il devrait connaître. Et le danger, c'est de faire une traduction littérale, qui n'a pas de sens, qui est absurde et qui n'a pas de sens. Et pour ça, il faut que nous connaissions les expressions toutes faites. C'est particulièrement le cas en anglais, où il y a beaucoup de phraséologisme. C'est moins le cas dans d'autres langues, me semble-t-il, encore que la généralisation de ce genre de remarques est difficile. Mais moi, je ne fais pas ici un travail scientifique, comme mon ami Pedro Mogorón, mais un travail pragmatique de traducteur. C'est pour ça que je dis ça comme ça, avec une grande prudence. Donc le problème, c'est la reconnaissance des unités phraséologiques, des phraséologismes, qui sont en fait des mots, j'ai envie de les définir comme des mots longs avec des trous, ou des mots longs en morceaux, comme il y a du sucre en morceaux. Ce sont des signifiants discontinus qui ont un signifié commun et unitaire. Cela correspond à ce que j'ai appelé la troisième articulation du langage. Il y a le plan phonétique, phonologique, les phonèmes. Je prends les deux articulations du langage d'André Martinet. Le plan phonétique, il y a les unités phoniques, phonologiques. Ensuite, avec ces unités-là, on fait des mots ou des formants. C'est la deuxième articulation. Et la troisième articulation, c'est avec des mots et des formants de mots, on fait en quelque sorte des super mots, des mots longs avec des trous. Ce serait la troisième articulation du langage que j'avais mise en avant dans un colloque à Alicante, et entre-temps j'ai vu que Sara Mejri était venue avant moi à la même idée. Et donc on va faire un texte là-dessus plus tard. Voilà, et alors, voilà. La traducción y la fisiología, bueno, en realidad aquí se ha visto un gran desarrollo, lo he visto sobre todo a lo largo de varios estudios, como por ejemplo del estudio del doctor Pedro Mogorón. Antes pensaba que la traducción básicamente era simplemente el traslado de ideas y de conceptos, pero sin embargo esto he visto que no se ha dado así a lo largo de los estudios que he tenido, incluso desde el momento en que era estudiante, que veía lenguas como el alemán. He aprendido que son básicamente no solamente las palabras, sino básicamente conceptos. No se puede traducir palabra por palabra, no se puede traducir de forma literal. Incluso en lenguas como el inglés hay expresiones muy difíciles. Yo trabajo de forma pragmática, reconozco las unidades fraseológicas y puedo decir que se puede definir básicamente diferentes conceptos, como la palabra misma, como una unidad o como un significado. Esto, la fraseología, se puede ser llamada la tercera articulación, donde la primera vendría a ser básicamente el fonema, la segunda, las unidades fonológicas que se trasladan en palabras, y la tercera, que es la unión de las palabras más palabras, que es el concepto largo continuo, que vendría a ser ya la unidad fraseológica y que tiene un significado mayor. Eso lo he visto luego con mayor profundidad, incluso ya en la Universidad de Alicante con trabajos en conjunto. Alors on pourrait penser qu'à partir du moment où on a défini pratiquement les phraséologismes, à partir du moment où on connaît assez la langue étrangère à partir de laquelle on traduit,
alors on les repère et il y aurait l'idée qu'on pourrait faire une sorte de phraséologie contrastive. On aurait toutes les expressions en allemand, puis on aurait, je travaille sur l'allemand, et puis on aurait des expressions correspondantes en français. Et ce serait une phraséologie contrastive, une linguistique contrastive de langue axée sur les phraséologismes. Un petit peu comme Vinet d'Arbelnet, on fait une stylistique comparée du français et de l'anglais. Mais en fait, d'abord les phraséologismes n'ont pas cette importance-là dans la langue, ni dans la communication, mais surtout, il est rare qu'on ait des équivalents satisfaisants. Alors je prends un équivalent qui va bien, c'est qu'en français on dit « danger de mort ». Quand il y a une citation dangereuse, il y a un écriteau « danger de mort ». En allemand, c'est « Lebensgefahr », littéralement « danger de vie ». C'est « danger pour la vie ». Mais ça veut dire exactement la même chose. Et quand on dit « danger de mort » en français et « Lebensgefahr » en allemand, c'est deux expressions différentes dans le signifiant, mais absolument équivalentes du point de vue du signifié. Et donc si on allait dans le sens d'une phraséologie contrastive, ça irait dans le sens d'une lexicalisation des problèmes de la traduction. Comme si la traduction, c'était de trouver les bons mots qui correspondent aux mots de l'autre langue. Hein? Et comme si la traduction était une affaire de mots. Mais cette façon de voir les choses consiste à lexicaliser la traduction, d'une part, et à poser les problèmes en langue, en termes de langue. Or, je m'attacherai à montrer que le problème de la traduction est un autre problème. ¿Está bien? Claro, en este caso, básicamente, nosotros podemos decir que respecto a la fraseología conocemos que las lenguas, todas las lenguas, tienen diferentes expresiones. Se habla entonces de la fraseología contrastiva. Hay expresiones semejantes, por ejemplo, el francés y el alemán, o de pronto el alemán y el inglés. Es decir, en este caso se puede ver, sobre todo en la traducción, no solamente el problema de la lengua y el problema de la comunicación, sino básicamente el significado que debe llegar a la otra lengua. Se trata de comparar algunas expresiones que pueden existir en el francés y en el alemán, por ejemplo, pero básicamente lo que tenemos que buscar no es la traducción literal, sino las dos expresiones que son más equivalentes, más cercanas. En la fraseología constructiva se busca de esta manera lexicalizar el problema de la traducción. Tratamos de encontrar cuál es el equivalente más adecuado y más próximo en todo caso. Merci. Alors, la traduction n'est pas seulement une affaire de mots, même pas une affaire de langue. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la dimension culturelle, le fameux tournant culturel de la traduction. Je n'en parlerai pas parce que c'est tout un problème. J'ai consacré un livre à la communication interculturelle. Mais il n'y a pas que la dimension culturelle. Il y a la dimension pragmatique, il y a la dimension objective, de quoi parle le texte. Et ça n'est pas la langue, c'est le côté encyclopédique, etc. Et autrement dit, la traduction n'est pas un problème de langue. Pour faire de la traduction, il faut connaître des langues, mais il faut surtout connaître d'autres choses, apprendre à traduire, la dimension interculturelle, la dimension sigmatique, pragmatique, le subject matter, enfin énormément de choses. Autrement dit, le vrai problème du point de vue de la compétence traductive, c'est d'abord de savoir s'arracher à la rémanence des signifiants linguistiques. Savoir mettre le texte source à distance. Parce que ce qu'on traduit, ça n'est pas le texte. On ne traduit pas ce qui est écrit. Tu l'as noté. On ne traduit pas ce qui est écrit. On traduit ce qu'on pense, qui a pu penser, celui qui a écrit ce qu'il a écrit quand il l'a écrit. C'est simple, je vais répéter, comme on fait à la télévision ou au cinéma. Tu nous l'as refait, Coco, la prise n'est pas bonne. Hein? Alors, on ne traduit pas ce qui est écrit, on traduit ce qu'on pense, qui a pu penser, celui qui a écrit ce qu'il a écrit quand il l'a écrit. Alors, en cela, je transgressais un interdit de la linguistique classique, celle que j'appelle la linguistique de naguère, qui était l'interdit du sémantisme. On ne devait pas parler du sens, parce que le sens, c'était du mentalisme. Alors là,
la linguistique déjà un peu ancienne reprenait le behaviorisme de Watson et de Skinner, etc. Et alors on ne pouvait pas parler du sens parce que c'était du mentalisme. Moi ça m'amuse mentalisme. Et moi je dis, si je traduis justement le sens qui est dans l'esprit du traducteur. Et donc j'ai créé le concept de mentalème. Mentalème, c'est je traduis non pas le texte, mais ce que je comprends du texte. Et j'ai coutume de dire, la subjectivité du traducteur frappe deux fois. Comme le facteur du film hollywoodien, The postman always rings twice. Bien. En este caso, lo que nos está diciendo básicamente es que aquí se va a dar una búsqueda no solo de la palabra, sino básicamente del equivalente. La traducción es un problema. Básicamente se habla de aspectos que no solamente implican conocer la lengua, sino la parte intercultural, la parte pragmática, la competencia para saber conectarse con el significado. No se traduce lo que se escribe, sino lo que se piensa que ha querido escribir y a lo cual se ha querido referir, en todo caso, el autor de ese texto o de este discurso. Es como una película, lo que pensamos, lo que se entiende y lo que se va a expresar, lo que se va a decir, lo que se va a luego comprender en este sentido, se va a pasar al otro idioma. Se habla entonces de la lingüística del semantismo, pero en realidad no es que sea saber el sentido, como se habla en el caso de Watson, básicamente es, en este caso, hablar de un nuevo concepto, de un mentalismo, lo que yo llamo los mentalemas, es decir, el tener conocimiento de las ideas, básicamente de la idea que se tuvo en un inicio, y esto es un concepto subjetivo que va a desarrollar y debe conocer y debe comprender el traductor o el intérprete. Merci. Autrement dit, je transgresse l'interdit du mentalisme et je plaide pour une resubjectivation de la pratique traductive, bien sûr, mais aussi de la théorie traductologique et d'une façon générale des sciences humaines. Nous sommes habités par l'illusion positiviste d'une objectivation scientifique des choses. C'est souvent hors de nos moyens, à moins de donner à scientifique le sens large des sciences humaines. Et là, on rentre dans un problème d'épistémologie dans lequel je ne veux pas m'avancer. Ce que je critique, c'est que le fait qu'en français et en anglais, scientifique, ça veut dire sciences exactes. En allemand, quand il dit wissenschaftlich, c'est les sciences exactes, mais aussi les sciences humaines. C'est-à-dire un discours rationnel avec des validations empiriques, etc., mais qui ne sont pas la méthode expérimentale ni la formalisation logico-mathématique. Yo paso del subjetivismo, que es decir, que va más allá de lo que normalmente se veía en la ciencia, en la parte tautológica, que normalmente hablaba de una objetivación, en este caso, voy más allá de las palabras. Creo que hay un nuevo discurso, un discurso mucho más racional, es decir, hay dos momentos, el momento en el cual se comprende, ¿no?, el sentido y luego se tiene que expresar definitivamente de manera racional en la otra lengua, en la lengua humaine. Voilà, donc alors je critique ce que j'ai appelé une phraséologie contrastive. D'ailleurs, je critique d'une façon générale les contrastivistes qui pensent que traduire, c'est tenir compte des différences de langue et de trouver des équivalents. Alors on va repérer le cas possessif de l'anglais, l'ablatif absolu du latin, le génitif saxon de l'allemand, et on va trouver des équivalents. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça l'essentiel. Ça, ce serait argumenté en langue et en contrastif. On ne traduit pas des morceaux, des prélèvements de langue, on traduit des textes qui ont leur logique en elles-mêmes. C'est pour ça que je plaide. Et alors d'autre part, un autre inconvénient du contrastivisme, c'est qu'on étudierait les langues par couple. Alors moi, ma combinaison, c'est français, allemand, anglais. Alors il aurait fallu que j'apprenne à traduire, quand j'ai traduit Crisis of Psychoanalysis de Erich Fromm, et puis j'aurais dû oublier et puis faire une autre formation quand j'ai traduit Kant des Allemands. Or, moi je plaide pour une traductologie généraliste. Autrement dit, on est contre le contrastivisme, contre l'idée d'une traductologie en langue, une traduction des mots, mais l'idée d'une traductologie généraliste au-delà des couples de langues.
Alors, en fait, j'ai eu une discussion avec des collègues chinois. S'agissant des Chinois, il y a peut-être un problème. J'y reviendrai dans des travaux antérieurs si Dieu me prête vie. Bien. En este caso, el crítico normalmente lo que se conoce como la fraseología contrastiva, que busca simplemente mostrar, por ejemplo, dos frases, una en un idioma y en el otro, porque en este caso no siempre se encuentra, se llega al mismo significado. Básicamente lo que quiero decir es que se traduce básicamente un texto, un todo, no una parte. No se puede cortar un texto, no se puede cortar un discurso. Hay casos en los cuales yo también he trabajado en la parte de traducción, por ejemplo, de Lifan, sobre la parte del análisis en su obra. En este caso, básicamente, yo puedo ver el análisis de este discurso, también yo hablo de la traducción y por lo tanto ello me da pie para que pueda decir que estoy en contra de este contrastivismo, ¿no? Contra la traducción vista de esta forma, de manera general. C'est ça qui fait que je propose des théorèmes généralistes qui valent en principe pour tous les couples de langues. Alors j'ai quelques théorèmes contrastifs. Par exemple, de l'allemand au français, il faut réintroduire des connecteurs interphrastiques. En français, on tient le lecteur par la main, on est catholique. En allemand, on pose les phrases l'une à côté des autres. Donc j'ai appelé ça le théorème du gruyère syntaxique. Parce que l'allemand, il y a des trous. Et alors quand j'ai expliqué ça en Suisse, à Genève, où j'ai fait des cours, ils m'ont dit « Ah mais non, dans le vrai gruyère, il n'y a pas de trou. » Le gruyère suisse. Ah, je dis d'accord. L'allemand, c'est du gruyère français, il y a des trous. Le français, c'est du gruyère suisse, c'est du vrai gruyère sans trou. C'est ça le théorème du gruyère syntaxique. C'est un théorème contrastif. Est-ce que vous avez pas une question ? Ha mencionado el caso de un teorema que es justamente contractivo, que básicamente él propone, porque básicamente esto nos va a permitir de alguna manera comparar la lengua, el francés, el alemán de pronto, ¿no? Es una teoría que se conoce mucho en Ginebra, en Suiza, que permite la habilitación de elementos como por ejemplo los conectores, pero también tiene algunos vacíos de alguna manera. Alors quand on traduit du français à l'anglais, un autre théorème contrastif, je viens de dire que mes théorèmes sont généralistes, et puis je prends trois théorèmes contrastifs, mais c'est des exceptions. De français à l'anglais, je dois décataphoriser. C'est-à-dire que la cataphore, c'est je parle de quelque chose que je n'ai pas encore dit. En français, en espagnol j'imagine, mais je ne sais pas, souvent on parle de quelque chose qu'on nommera après. Alors l'exemple de la cataphore, c'est par exemple une chanson ancienne, elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la caissière du grand café. Mais on ne savait pas qui c'était la caissière, et ça c'est une cataphore. Alors en français on en fait souvent, en anglais il faut tout de suite dire. Donc on va décataphoriser du français source à l'anglais cible. C'est pas nécessaire de chanter. Claro, se habla del hecho de poder, otro teorema contrastivo, el hecho de cataforizar el idioma, que para él es básicamente lo que se da en francés y en inglés, porque básicamente se menciona aquí cómo es que la estructura va a cambiar, ¿no? Se mencionan los referentes, lo que va antes y lo que va después, que en muchos casos se tiene que invertir por la naturaleza misma de la lengua, ¿no? Alors, un dernier théorème contrastif, puisqu'on est en pays hispanophone, c'est un théorème que j'ai découvert en travaillant avec ma femme qui traduisait de l'espagnol en français, qui est bilingue, mais ces traductions françaises étaient influencées par l'espagnol. Il y avait beaucoup trop de parattaque, de coordination. C'est Ike. Et alors ça m'a aidé à faire le théorème que j'appelle le théorème du mécano. Alors le mécano, c'était un jeu pour enfants avec des tas de pièces en métal qu'on utilisait pour construire des trucs. Et puis en même temps, c'est un hommage à l'Espagne avec le groupe Mécano, Hijo de la Luna. Voilà. Donc c'est le groupe Mécano, c'est deux filles qui chantent. Voilà. Comment peux-tu porter l'enfant à la lune, toi qui n'as pas de bras? No lo sé en espagnol. Voilà. Alors le théorème du mécano, le théorème mécano,
C'est donc, attention, accrochez-vous, comme on dit dans les avions, éteignez vos cigarettes, accrochez vos ceintures. C'est le théorème de rehiérarchisation logico-argumentative par anataxe des éléments de la chaîne phrastique. Là, je le dis en termes savants, je vais peut-être le faire plus léger pour la traduction. C'est le fait qu'une phrase espagnole va juxtaposer les éléments, une phrase française va réintroduire une logique argumentative. Ça n'est pas que les Espagnols réfléchissent pas. Ça veut dire que la langue ne l'exige pas. Et Jacobson dit la différence entre les langues, c'est pas ce qu'elles permettent de dire, mais ce qu'elles exigent de dire. Alors par exemple, si on traduit you en français, il faudra choisir tu ou vous, mais on ne peut pas faire les deux. La langue exige de choisir, alors qu'en anglais, on peut laisser dans l'ambiguïté. Et donc, en espagnol, on juxtapose, alors qu'en français, on réintroduit une logique explicite qui, dans l'esprit de l'hispanophone, est implicite. Et j'arrête pour les contrastifs. Básicamente en este caso se habla de un nuevo teorema, el de la coordinación, el mismo que se ve cuando ve un trabajo de su esposa, el teorema de Mecano, donde existe la presencia de la juxtaposición a través de y, ¿no? Y se menciona el hijo de la luna, ¿no? Básicamente, como ejemplo, en este caso lo que se tiene que ver es básicamente la jerarquización de las ideas, ¿no? En el español se va a llevar a cabo básicamente la juxtaposición, mientras que en el francés se da un nuevo inicio, una nueva argumentación, una nueva introducción. Esto es básicamente por la diferencia de las lenguas. Todas las lenguas no lo exigen, ¿no? Según menciona Jacobson, si la lengua lo pide o no lo pide, eso se va a definir de esa forma, ¿no? Podemos decir you, podemos decir tú, podemos decir vous. En español es básicamente una característica la juxtaposición, el uso de la I. En el francés no, es el nuevo inicio de la nueva expresión. Alors, comme le temps passe très vite, je vais sauter certaines choses. Je vais essayer de traiter deux topos. Premièrement, ma critique de deux concepts des études phraséologiques. Et puis, je vais tâcher de prendre des exemples de traduction phraséologique, parce que c'est plus concret et parfois un peu amusant. Alors, il y a deux concepts qu'utilise... Oh non, il me vole. Non, il me prend de mon temps alors que j'ai en plus la traduction. C'est pas juste. Alors, j'ai jusqu'à 11h40. Mais donc je tiens, je sers. Alors, il y a deux concepts dans les études phraséologiques qui me gênent. C'est le concept d'opacité, opacidad, parce que c'est un concept purement négatif. L'idée qu'une expression idiomatique, un phraséologisme, est non compositionnel et opaque. En fait, un phraséologisme est opaque pour les gens qui ne savent pas la langue. Mais moi, les phraséologismes du français ou même de l'allemand ne sont pas opaques. Alors je précise, je préfère employer un autre terme, je dis épisémantique, c'est un supplément de sens. Opaque, c'est moins de sens, épisémantique, c'est plus de sens. Et je donnerai des exemples. Je vais en donner un tout de suite d'ailleurs. Et un autre concept, c'est non compositionnel. On dit un phraséologisme, c'est une expression polylexicale, plusieurs mots, non compositionnels. Comme si les mots n'étaient pas en composition, ils font un ensemble. Mais ils sont composés quand même, donc je préfère dire transcompositionnel plutôt que non compositionnel. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, en alsacien, enfin en France, en Alsace, on boit un vin chaud. Un vin chaud, c'est un vin qui est chaud dans lequel il y a du sucre, de la cannelle et ça. C'est pas un vin chaud, c'est un vin chaud. Mais en même temps, c'est quand même du vin et qui est quand même chaud. Donc c'est pas opaque, c'est pas non compositionnel, c'est les deux. Une arme blanche, c'est pas une arme qu'on a peint en blanc, c'est une arme blanche, mais c'est quand même une arme. Autrement dit, le concept de transcompositionnalité, ça va me dire qu'on va au-delà des composants, mais que c'est quand même des composants. Alors je prends un exemple un peu scabreux, qu'un de mes exemples préférés. Peut-être je dis ça, puis après on va arrêter.
Bien, dos conceptos que se utilizan básicamente la opacidad por un lado, que es un concepto que lo encuentro algo negativo porque pienso que no es composicional, básicamente es básicamente porque no sabe muy, es un concepto que se da para los que no saben, no conocen mucho la lengua, ¿no? Y bueno, que en el alemán no tiene un sentido muy positivo. En este caso yo prefiero mencionar el concepto episemántico, que es un concepto menos negativo y que básicamente se refiere que un punto o un tema no es muy claro, ¿no? Que no es composicional. Se menciona también que se prefiere básicamente el concepto de transcomposicional, no composicional, transcomposicional, y para ello vamos a dar un ejemplo. El bancho básicamente debe ser traducido como una sangría de Alsacia. Si bien es cierto que esta expresión significa vin, vino, show, caliente, claro, tiene algo de sentido caliente o cálido, pero básicamente aquí la traducción es como una sangría que proviene de la región de Alsacia. Y la otra expresión, arme blanche, que se traduce de manera literal, arma blanca, ¿no? Es claro, es un arma y es blanca, pero arma blanca básicamente nos referimos al cuchillo, ¿no? En ese caso, por así decirlo. Oui, oui, alors très bien. Elsa a bien rappelé que oui, le vin chaud, en Alsace, c'est chaud, alors que c'est la sangria alsacienne. La sangria, c'est frais, il y a des fruits. Le vin chaud, c'est chaud. Mais autrement dit, en Alsace, on fait du vin chaud, en Espagne, on fait de la sangria. Et alors, j'ai annoncé un exemple un peu limite, c'est, je fais une devinette, quelle est la différence entre la femme et la maîtresse? Entre la mujer et l'amante ou... Una adivinanza, ¿cuál es la diferencia entre la esposa y la amante? Voilà, quelle est la différence entre la femme et la maîtresse? Ah, alors, c'est très différent, c'est très différent, c'est pas du tout la même chose. Definitivamente es muy diferente, no es lo mismo. Et en français, je dirais que c'est le jour et la nuit. En francés diría es el día y la noche. C'est le jour et la nuit, donc c'est transcompositionnel, mais en fait, on détranspositionnalise parce que il vit avec sa femme la nuit, mais il rencontre sa maîtresse le jour. Donc c'est le jour et la nuit. Mais en français, le jour et la nuit, c'est un phraséologisme, ça veut dire que c'est très différent. Voilà, hein, je cherche des exemples un peu particuliers. Pardon? Tu l'as déjà dit? Hein, tu l'as dit? Ah oui, voilà. Sí, lo que dice es que no es lo mismo definitivamente la esposa y la amante, ¿no? Porque con una se está de noche, con la esposa, y con la otra se está de día, ¿no? Voilà, alors, je ne vais faire que le tiers de la conférence que j'ai prévue, d'une part, parce que la traduction a pris du temps, et puis il vaut mieux prendre le temps. C'est pas important de tout dire, c'est important d'être entendu dans ce qu'on dit. Je vais prendre maintenant peut-être quelques exemples. Il y a un exemple en anglais qui est très souvent utilisé par les linguistes, notamment par Catford dans A Linguistic Theory of Translation, qui est It's Raining Cats and Dogs. Alors la traduction littérale, la translexicalisation, pas une translittération, la translexicalisation, c'est il pleut des chiens et des chats. Ce serait une traduction littérale, comme font mes ennemis personnels, les sourciers, les fuentistas. Alors, on va voir, je vais faire l'argument après, montrer les différents aspects. Parce que la tension fléchit. Sí, bueno, en este caso se quiere transmitir los significados más importantes, se habla acerca de una teoría lingüística de la traducción y de una translexicalización. Un ejemplo para ello sería la expresión It's raining cats and dogs, básicamente traducida como se llueve a cántaros, ¿no? Que no se podría jamás traducir de manera literal. Alors, la traduction normale, c'est il pleut à verse, il pleut beaucoup. Mais j'avais un collègue traductologue qui était sourcier, c'est-à-dire ceux qui mettent l'accent sur le signifiant, sur la langue, source, alors que les bons traducteurs, comme moi et d'autres, mettent l'accent non pas
sur le signifiant mais sur le sens, non pas sur la langue source mais sur la langue cible. Donc c'est les ciblistes contre les sourciers. Et alors ce collègue disait oui mais cats and dogs, il n'y a plus d'animaux. Alors il avait proposé, il fait un temps de chiens. Il y avait au moins les chiens, quoi. Pas les chats, mais les chiens. Moi j'aime beaucoup les chiens, mais bon, je suis plutôt chien que chat. Sauf qu'en français, il fait un temps de chien, c'est pas forcément qu'il pleut, c'est qu'il y a du vent, c'est qu'il fait froid, et donc c'est une mauvaise traduction, et les sourciers se trompent toujours. D'ailleurs je dis souvent, les sourciers n'ont jamais raison que pour des raisons ciblistes. Bien. En este caso, lo que él menciona es que tiene una compañera que es... Hay dos tipos básicamente de puntos de vista, aquellos que le dan privilegio a la lengua de partida, que se llaman fuentistas, y aquellos que dan privilegio a la traducción, que va, sobre todo, es muy enfocada en la parte de la lengua llegada, la lengua meta, los metistas. Menciona que una compañera que era básicamente fuentista, ¿no?, daba privilegio, decía, pero en la traducción de está lloviendo a cántaros y Training Cats and Dogs no hay realmente ningún, no se da privilegio a la lengua originaria, no hay ningún animal, no se está perdiendo todo esto. Y propone una traducción, ¿no? Il fait de champ, que es una expresión, bueno, en este caso al francés, cuyo significado es que hace frío, pero que realmente no es una buena traducción, es una mala traducción porque no refleja que realmente está lloviendo bastante, ¿no? Alors, moi je dis, s'il faut mettre des animaux, on peut dire il pleut comme vache qui pisse en français. Mais premièrement, c'est pas les bons animaux, c'est des vaches, ni des chiens, ni des chats. Et deuxièmement, c'est pas le même niveau de style. Donc on en restera à il pleut à verse, il pleut des torrents, il pleut des hallebardes, etc. etc. Alors, je tire de cet exemple l'idée, la critique d'une obnubilation phraséologique. Obnubilation phraséologique. Obnubilation, j'aime bien ce mot, il veut dire deux choses, on est obsédé, on se dit il faut trouver une expression, et on fait une mauvaise traduction, comme mon collègue, et puis obnubilé, le nubile c'est un nuage, autrement dit, le phraséologisme concret devient un nuage qui fait qu'on ne voit pas le texte, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc il faut renoncer parfois à traduire le phraséologisme par un phraséologisme, parce que c'est rare qu'on trouve exactement le même. J'ai pris Lebensgefahr et danger de mort, on en trouvera des tas d'exemples, mais dans de nombreux cas, on aura du mal. Et je prendrai peut-être, puisque Pedro me menace de me couper je ne sais pas quoi, il fait ça, mais bon, il veut couper. Et donc je prendrai un exemple et ce sera la conclusion. Bueno, en este caso, las opciones para traducir esa expresión que hemos mencionado, ¿no?, lluvia a cántaros, no se podría definitivamente ir hacia una traducción fuentista donde pueda haber uno u otro animal, sea la mención de la vaca o la mención de un perro, no, porque finalmente no se trata solamente de un estilo, se trata del sentido de la traducción mismo. Traigo estos ejemplos, ¿por qué? Porque quiero mencionar otro tema importante, que es la omnibulación fraseológica. Hay que encontrar el sentido de la traducción, ¿no? Pero hay que tener cuidado, la fraseología no nos debe cegar tampoco, porque no se trata de traducir el árbol, sino se trata de traducir el bosque, el sentido total. Alors, un petit exemple et puis après une conclusion. Quand j'étais à Berlin, puisque comme tous les étudiants, j'étais dans le pays qui parle la langue, alors je vais chez la blanchisseuse, j'apporte mon linge, mes draps blanchisseuses, et je lui dis wann kriege ich zurück, quand est-ce que je l'aurai? Et elle dit an und für sich Montag, littéralement en soi et pour soi lundi. En soi et pour soi. Je me dis c'est la philo, c'est Hegel, c'est Heidegger, en soi et pour soi. Sauf que l'expression courante an und für sich, c'est bof, on va dire lundi. On va dire lundi. Alors, moi j'ai cherché une traduction, juste pour le fun, et j'ai trouvé en français l'un dans l'autre. Quand est-ce que j'aurai mon linge? Bon,
l'un dans l'autre, lundi ça doit marcher, l'un dans l'autre. Et j'ai trouvé joli ces deux expressions, an und für sich, les Allemands c'est la philo, et l'un dans l'autre, les Français c'est plus coquin, on est l'un dans l'autre. Et donc là il y a de l'interculturel entre l'idéalisme allemand et le français langue de l'amour. Voilà, c'est ça un petit exemple. Cuando estaba en Berlín veía básicamente las diferencias entre lo que era uno y otro idioma, las expresiones que se presentaban, ¿no? Un día o el otro, estoy aquí, estoy de mi cuenta, ¿no? Básicamente las expresiones también están vinculadas al carácter de no solamente del idioma, sino de la cultura que acompaña este idioma. Y en este caso podemos decir que mientras que el alemán puede ser idealista, el francés está más vinculado con aquellos aspectos que nosotros llamamos del amor, ¿no? Voilà, alors pour conclure, mon objet, il était triple. Premièrement, dans quelles conditions la traduction des phraséologismes est-elle possible ou nécessaire? Je vais essayer de donner quelques exemples. Deuxièmement, certains concepts des études phraséologiques comme opacité, opatillable et non-compositionnalité me paraissent contestables. J'ai proposé une critique et une alternative, épisémantisme et transcompositionnalité. Et puis troisièmement, j'ai donné quelques exemples. Et vous avez remarqué que je passe du temps, ici j'ai été vite, mais je prends du temps pour commenter les exemples. Et souvent, en sciences du langage, on donne un ensemble d'exemples pour illustrer ou démontrer une théorie. Or, moi, je fais l'inverse. La tradition dans l'Antiquité, c'était ce qu'on appelait un exemplum. C'est-à-dire, à partir d'un exemple privilégié, c'est déjà la théorie qui est présente. Et donc, en général, je prends peu d'exemples et je les commente. Je dis que je monte un exemple comme on monte des blancs d'œufs en neige ou comme on monte une mayonnaise. Et c'est une façon de faire le lien entre traductologie et cuisine, puisque ce sont deux fonctions qui se ressemblent, et dans mes théorèmes, j'ai le théorème de sauce. C'est-à-dire, ça fait une traduction, c'est de l'excellent français, c'est le même sens, c'est très bien, mais il manque quelque chose, comme une sauce. Donc, tu ne trouves pas qu'il manque un petit quelque chose? Il manque un chouïa. Alors, la traduction, c'est pareil. On a fait une bonne traduction, elle est parfaite, mais trop parfaite. Alors, il faut voir, il faut rajouter quelque chose, comme pour la cuisine, rajouter un peu de sucre, tuer un peu avec du vinaigre, rajouter un peu de ceci. Pour la traduction, c'est pareil, je vais rajouter un petit peu quelque chose qui n'est pas dans le texte original du tout, mais qui est une bonne traduction. Et voilà, et c'est ça le théorème de Sauce, par lequel je terminais, puisque on a encore à attendre pour le déjeuner, mais lentement, l'hypoglycémie nous occupe. En este caso, esta exposición tenía básicamente tres objetivos. La primera parte ha sido sobre mostrar lo que es la fraseología, lo que es posible y necesario. Luego se ha hablado de los conceptos, la opacidad, la parte episemántica, la transcomposicionalidad. Y lo que quería básicamente aquí también luego es mostrar, ilustrar el tema a través de ejemplos, ¿no? Porque de la práctica se obtiene también la teoría. Y podemos decir finalmente que existe un teorema, otro teorema, el teorema de la salsa, por así decirlo, que es básicamente la comparación entre la traducción y la cocina, porque al realizar una traducción, cuando nosotros vemos que falta algo, luego lo vamos a revisar. Lo mismo sucede cuando uno cocina y luego va probando y va viendo qué es lo que falta. Bueno, lo que tenemos al final, cuando tenemos un buen plato, lo tenemos al final cuando llegamos a una buena traducción, que es cuando todo está listo. Après cette petite conclusion, une minuscule post-conclusion, je vous ai dit ce que je voulais faire. J'ai fait ça, les trois choses, mais je n'ai pas fait les deux sémantiques, je n'ai pas fait l'histoire de la traductologie, je n'ai pas fait, bref, vous avez échappé à plus de la moitié de la conférence, et donc estimez-vous heureux d'avoir échappé au pire. Bueno, siento que no he mencionado todos los temas que me hubiera gustado abordar, como por ejemplo la historia de la traducción, pero han visto otros temas, así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias.